On n'a pas besoin de gaspiller de l'argent pour des bêtises. Ma belle-fille a prononcé cette phrase en supprimant le groupe WhatsApp qui organisait mon anniversaire de 79 ans. 17 personnes. Mes amis, mes cousines, la voisine du troisième. Toutes effacées d'un geste. Mon fils a ajouté, sans me regarder, « Tu as déjà eu tes moments, maman ?» J'ai souri. J'ai dit merci. J'ai servi le café. Une semaine plus tard, j'ai tout vendu pour 4 800 000 € et j'ai disparu. Je m'appelle Yvette Lambert. J'ai 80 ans aujourd'hui. Je vis seule dans un appartement lumineux du 6e arrondissement de Paris, avec vue sur le jardin du Luxembourg. Personne ne sait où je suis. Personne n'a mon numéro. Et chaque matin, en buvant mon thé Earl Grey dans une tasse en porcelaine fine, je me dis que c'est la première vraie paix que je connais depuis 52 ans. Mais avant d'en arriver là, il y a eu une vie entière, une vie que j'ai donnée, une vie qu'on m'a prise, miette par miette, sourire par sourire, en me faisant croire que c'était de l'amour. Il y a 6 ans, je vivais encore dans la grande maison familiale de Neuilly-sur-Seine. 4 étages, un jardin avec un magnolia centenaire, des lustres en cristal que ma belle-mère m'avait légués. Cette maison sentait la cire d'abeille, le pain frais du dimanche matin et la lavande que je mettais dans les armoires depuis toujours. Mon mari, Robert, était parti 15 ans plus tôt, un infarctus brutal dans son bureau entre 2 dossiers d'avocat. Il m'avait laissé avec cette maison un patrimoine solide et Julien, notre fils unique. Julien que j'avais élevé comme on cultive un rosier, avec patience, sacrifice et amour absolu. À l'époque, je ne savais pas encore qu'un rosier peut avoir des épines empoisonnées. Chaque jeudi, je préparais le déjeuner pour Julien, sa femme Delphine et mes 2 petits-enfants, Léa et Thomas. Je passais la matinée à cuisiner. Blanquette de veau, gratin dauphinois, tarte tatin. Je mettais la nappe brodée, les couverts en argent, les verres en cristal. Delphine arrivait toujours la première. Grande, mince, le regard froid, malgré le sourire poli. Elle inspectait la table comme on inspecte un hôtel 3 étoiles. « Ah, Yvette, vous avez encore sorti les verres en cristal? C'est tellement fragile, avec les enfants. » Je rangeais les verres. Je sortais ceux en verre ordinaire. Vous avez raison, Delphine. Je me souviens d'un jeudi de février. Il pleuvait. J'avais fait un bœuf bourguignon, celui que Julien adorait depuis l'enfance. Delphine a goûté une bouchée, a reposé sa fourchette et a dit « C'est un peu lourd, non? On essaie de manger plus léger, nous. » Julien n'a rien dit. Il a continué à manger, les yeux sur son téléphone. Léa, ma petite fille de 12 ans, m'a regardée. Elle a chuchoté « Moi, je trouve que c'est délicieux, mamie. » J'ai souri. J'ai caressé ses cheveux. Ce soir-là, en rangeant la cuisine, j'ai retrouvé au fond d'un tiroir la petite cuillère en argent que ma mère m'avait donnée le jour de mon mariage. Elle était ternie, presque noire. Je l'ai tenue dans ma main, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose se briser doucement en moi. Mais je l'ai reposée. J'ai fermé le tiroir. Et j'ai continué. Parfois, on donne tout à ceux qu'on aime sans se rendre compte qu'on se perd soi-même. Et vous, avez-vous déjà senti qu'on vous prenait pour acquise? Racontez-moi dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce jeudi de février n'était que le début. 3 mois plus tard, tout allait basculer. Pour comprendre comment j'en suis arrivée là, il faut que je vous ramène en arrière, très loin en arrière. J'avais 24 ans quand j'ai rencontré Robert Lambert. C'était un samedi après-midi de mai à la sortie de la Sorbonne. Je venais de terminer ma licence de lettres. Lui finissait son droit. Il portait un costume gris anthracite, une cravate bleu marine, et il tenait à la main un exemplaire de L'étranger de Camus. Quand nos regards se sont croisés dans l'escalier de la faculté, il m'a souri et m'a dit « Mademoiselle, vous avez laissé tomber quelque chose. » C'était mon stylo, un Mont Blanc que mon père m'avait offert pour mon diplôme. Il me l'a tendu. Nos doigts se sont touchés. Je m'appelle Robert. Yvette. 6 mois plus tard, nous étions mariés. Robert venait d'une famille de la haute bourgeoisie parisienne. Son père était notaire, sa mère présidente d'une œuvre caritative. Ils avaient une propriété à Fontainebleau, un appartement avenue Foch et des relations dans tout Paris. Moi, je venais d'une famille modeste de Lyon. Mon père était professeur de lycée, ma mère couturière. Quand Robert m'a présenté à ses parents, j'ai vu dans les yeux de sa mère cette lueur, celle qui juge en silence. Mais Robert m'aimait, profondément, sincèrement. Tu es la femme la plus intelligente et la plus belle que j'ai jamais rencontrée, Yvette. Peu importe d'où tu viens. Ce qui compte, c'est où nous allons ensemble. Et nous sommes allés loin. La maison de Neuilly,
Nous l'avons acheté 3 ans après notre mariage, grâce à l'héritage de la grand-mère de Robert et à ses premiers succès comme avocat. C'était une bâtisse du 19e siècle, avec des moulures au plafond, un escalier en marbre, et ce jardin magnifique où poussait un magnolia que personne n'avait le droit de toucher. Je me souviens du jour où nous avons reçu les clés. Robert m'a porté dans ses bras pour franchir le seuil, comme dans les films américains. Nous avons ri comme des enfants. C'est notre château, Yvette, le château de notre vie. Julien est né 2 ans plus tard, un matin de septembre, sous une pluie douce. Je l'ai tenu dans mes bras, ce petit être parfait, et j'ai su que ma vie avait trouvé son sens. Robert était fou de joie. Il a planté un cerisier dans le jardin pour célébrer la naissance de son fils. Un arbre pour chaque grande joie, disait-il. Pendant 25 ans, cette maison a été un sanctuaire. J'y ai élevé Julien avec toute la douceur dont j'étais capable. Je lui lisais des histoires le soir, je lui préparais ses goûters préférés, je l'accompagnais à ses cours de piano, de tennis, de tout ce qu'il voulait. Robert travaillait beaucoup, mais il était présent. Chaque dimanche, nous déjeunions en famille dans la salle à manger, sous le lustre en cristal. Robert découpait le rôti, je servais les légumes, Julien racontait sa semaine. Ces dimanches sentaient le romarin, le vin rouge et le bonheur simple. Le jour du mariage de ma mère, elle m'avait offert une petite cuillère en argent. C'est tout ce que j'ai de précieux, Yvette. Garde-la toujours près de toi. Elle vient de ma grand-mère. Elle a traversé 3 guerres, 2 famines, et elle est encore là, comme nous. J'ai gardé cette cuillère dans un tiroir de ma cuisine, enveloppée dans un mouchoir brodé. Chaque fois que je la voyais, je pensais à ma mère, à ma lignée, à toutes ces femmes qui avaient tenu bon. Je ne savais pas encore que, moi aussi, j'aurais besoin de tenir bon. Quand Julien a eu 18 ans, il est parti étudier à Sciences Po. Robert était si fier, moi aussi. Mais la maison est devenue soudainement trop grande, trop silencieuse. Robert a commencé à travailler encore plus. Moi, je suis devenue bénévole dans une association qui aidait les femmes en difficulté. Je donnais des cours d'alphabétisation, j'écoutais leurs histoires, je les aidais à remplir des formulaires administratifs. Ces femmes m'appelaient Madame Yvette, avec respect. Elles me remerciaient pour mon temps, pour ma patience. Personne à cette époque ne m'avait encore dit que je gaspillais quoi que ce soit. Robert est mort un mardi matin de novembre, à 59 ans. Il était à son bureau. Son associé l'a trouvé effondré sur son dossier en cours. L'ambulance est arrivée trop tard. Quand on m'a appelé, j'ai cru qu'on s'était trompé de numéro. Robert était fort, Robert était immortel. Mais non, les mois qui ont suivi sont flous. Julien est rentré de Paris. Il a géré les obsèques, la succession, les papiers. Il était efficace, presque froid. Je pense qu'il gérait son chagrin comme Robert l'aurait fait, en se concentrant sur l'action. Moi, je me suis effondrée en silence. 2 ans après la mort de Robert, Julien m'a présenté Delphine. « Maman, je voudrais que tu rencontres quelqu'un d'important. » Delphine avait 28 ans, un diplôme de grande école de commerce et l'assurance de ceux qui n'ont jamais douté d'eux-mêmes. Elle m'a serré la main fermement et m'a dit « Enchantée, Yvette, Julien m'a beaucoup parlé de vous. Pas Madame Lambert, pas belle-maman. Yvette. » J'ai souri, j'ai servi le thé, j'ai sorti les petits gâteaux que je faisais toujours pour les occasions. Et pendant qu'ils parlaient de leur avenir, de leurs projets, de leur désir d'acheter un appartement dans le Marais, je les ai regardés avec fierté. Mon fils était heureux. C'était tout ce qui comptait. Ce que je ne voyais pas encore, c'est que cette rencontre marquait la fin de quelque chose. La fin de l'époque où j'étais Yvette Lambert, la femme aimée et respectée. Le début de l'époque où je deviendrais Yvette, l'obstacle à gérer. Le mariage a eu lieu 1 an plus tard, dans une propriété du Vexin que les parents de Delphine avaient louée pour l'occasion. 200 invités, un orchestre, des roses blanches partout. J'ai porté une robe lavande que j'avais fait faire sur mesure. Delphine m'avait dit « Surtout pas de noir, Yvette, ça fait vieille veuve. » J'ai souri. J'ai choisi le lavande. Pendant la cérémonie, j'ai pleuré. Pas de tristesse, de joie. Mon fils se mariait. Il avait l'air heureux. C'était tout ce qu'une mère pouvait espérer. Mais quand Julien a prononcé ses vœux, il a dit « Delphine, tu es la femme de ma vie. Avec toi, je construis un avenir nouveau. Un avenir nouveau. Pas notre avenir. Pas l'avenir de notre famille. Nouveau. » Ils ont emménagé dans un appartement du 11e arrondissement. Moderne, lumineux, minimaliste. Delphine avait tout choisi. Les meubles scandinaves, les murs blancs, les plantes vertes dans des pots en céramique mate. Quand je suis venue pour la première fois, j'ai apporté un cadeau.
le service à thé en porcelaine de Limoges que la mère de Robert m'avait offert à mon mariage. 12 tasses, 12 soucoupes, la théière, le sucrier, une pièce de collection. Delphine l'a déballé avec un sourire poli. « Oh, c'est vintage. Merci Yvette. Je vais voir où je peux le ranger. » Je ne l'ai jamais revu sur leur table. Léa est née 2 ans après le mariage. Thomas, 3 ans après. Je suis devenue grand-mère à 64 ans. Et ces 2 enfants sont devenus la lumière de ma vie. J'allais les garder 2 fois par semaine. Je leur lisais des histoires, je leur faisais des crêpes, je les emmenais au parc Monceau nourrir les canards. Léa m'appelait « Mamie Yvette ». Thomas disait « Mamie », en tendant ses petits bras vers moi. Mais peu à peu, les choses ont commencé à changer. Delphine avait des règles très précises. Pas de sucre après 16 heures, pas de télévision en semaine, pas de cadeaux sans son approbation préalable. Un après-midi, j'ai offert à Léa une petite poupée ancienne que j'avais trouvée dans une brocante. Une poupée en porcelaine avec une robe brodée et des yeux bleus. Léa l'a adorée. Le soir, Delphine m'a appelée. « Yvette, je préfère que vous demandiez avant d'offrir des jouets aux enfants. Cette poupée est fragile, et Léa est encore petite. En plus, on essaie de limiter les objets à la maison. Vous comprenez ? Oui, bien sûr, pardon. Ce n'est pas grave, mais la prochaine fois, demandez. » J'ai raccroché. J'ai regardé le téléphone dans ma main. Demandez. Demandez la permission d'offrir un cadeau à ma petite fille. Les déjeuners du jeudi sont devenus une tradition. Delphine a proposé que ce soit un moment de cohésion familiale régulier. Julien a trouvé l'idée excellente. Moi, j'étais heureuse. Je les voyais toutes les semaines. Je pouvais cuisiner pour eux, leur montrer mon amour à ma façon. Mais avec le temps, les remarques sont devenues plus fréquentes. « Vous mettez beaucoup de beurre, Yvette. Ce n'est pas un peu trop salé ? Ah, encore de la viande rouge ? On essaie de manger moins de viande, nous. » Je modifiais les recettes. J'achetais des légumes bio. Je réduisais les portions. Julien ne disait rien. Il mangeait en silence, les yeux sur son téléphone. Un jeudi, j'ai fait une tarte aux fraises. Les fraises venaient du marché de Neuilly. Je les avais choisies une par une. La pâte était maison, dorée, parfaite. Delphine a pris une part, a goûté et a dit « C'est dommage, Yvette. Les fraises ne sont pas de saison. Elles viennent sûrement d'Espagne, bourrées de pesticides. Nous, on n'achète que des fruits de saison. » Léa a dit « Mais moi, je la trouve délicieuse, mamie. » Delphine lui a lancé un regard. « On ne parle pas la bouche pleine, Léa. » Ce soir-là, en nettoyant la cuisine, j'ai ouvert le tiroir où je gardais la petite cuillère en argent de ma mère. Je l'ai sortie, je l'ai regardée. Elle était encore ternie. Je ne l'avais pas nettoyée depuis des mois, peut-être des années. Je l'ai tenue dans ma main et j'ai senti quelque chose de froid traverser ma poitrine. Quand avais-je cessé de prendre soin de moi ? Quand avais-je commencé à m'excuser d'exister ? Mais je ne voulais pas voir, pas encore. Je me disais que Delphine était jeune, moderne, qu'elle voulait bien faire, que Julien était occupé par son travail, que tout le monde faisait des efforts. Je me disais que l'amour, c'était justement ça. S'adapter, se plier, comprendre. Alors j'ai rangé la cuillère, j'ai fermé le tiroir et j'ai continué à cuisiner, à sourire, à m'excuser. 3 mois plus tard, en mai, j'ai reçu un message de Delphine. « Yvette, on a créé un groupe WhatsApp pour organiser votre anniversaire de 79 ans. On a invité vos amis, vos cousines, tout le monde. Ça va être une belle fête. » J'ai ouvert le groupe. Il y avait 17 personnes. Mes amis de l'association, mes cousines de Lyon, Madame Dufour du 3e étage, même Sylvie, mon amie d'enfance. Elle parlait déjà du menu, de la décoration, des cadeaux. J'ai souri. J'ai écrit « Merci mes chéris, vous êtes merveilleuses. » Pendant quelques jours, j'ai suivi les conversations avec émotion. Elles s'organisaient, elles riaient, elles se souvenaient d'anecdotes. Puis, un matin, en ouvrant mon téléphone, j'ai vu que le groupe avait disparu, supprimé. J'ai appelé Delphine. « Delphine ? Le groupe WhatsApp, il a disparu ?» Un silence. Puis, « Ah oui, Yvette, on a réfléchi avec Julien. Finalement, on trouve que c'est trop compliqué. Trop de monde, trop d'organisation. Et puis franchement, on n'a pas besoin de gaspiller de l'argent pour des bêtises. On fera quelque chose de simple, en famille. Ce sera mieux. » Ma gorge s'est serrée. Mais elles étaient toutes contentes. Elles avaient déjà préparé des choses. « Yvette, soyez raisonnable. Vous allez avoir 79 ans, pas 18. Un gros anniversaire, c'est un peu exagéré, non ?» Le lendemain, Julien est passé à la maison. Il s'est assis dans le salon, celui où son père aimait lire le journal le dimanche. Il a pris ma main et a dit, doucement, « Maman,
Delphine a raison. Tu as déjà eu tes moments, tes grands anniversaires, tes fêtes. Papa était là. C'était beau. Mais maintenant, il faut être plus modeste, plus discret. C'est mieux pour tout le monde. Tu as déjà eu tes moments. J'ai regardé mon fils, cet homme de 43 ans, en costume sur mesure, avec sa montre suisse et ses chaussures cirées. Cet homme que j'avais porté, nourri, élevé, aimé plus que ma propre vie. Et j'ai dit, tu as raison, mon chéri. Merci. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez en ce moment. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. J'aimerais savoir où mes mots voyagent. Ce soir-là, j'ai dormi très peu. Et dans le silence de ma grande maison vide, j'ai senti pour la première fois quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. La solitude absolue, même entourée. Mon anniversaire a eu lieu un dimanche après-midi, dans ma propre salle à manger. Julien, Delphine, les enfants. Personne d'autre. Delphine avait apporté un gâteau de la pâtisserie du coin. Pas celui que j'aimais. Un gâteau aux framboises et chocolat blanc, moderne, géométrique. Elle l'a posé sur la table avec un sourire. Voilà Yvette, 79 ans. C'est beau, non? J'ai souri. J'ai dit merci. Léa m'a offert un dessin qu'elle avait fait à l'école. Une maison, un soleil et « Mamie » écrit en grosses lettres roses. Je l'ai serré dans mes bras et pour la première fois de la journée, j'ai senti quelque chose de vrai. Thomas m'a donné un collier de pâte qu'il avait peint en bleu. Je l'ai mis autour de mon cou immédiatement. Il est magnifique, mon chéri. Delphine a levé les yeux au ciel. Nous avons chanté « Joyeux anniversaire ». Enfin, les enfants ont chanté. Julien a filmé avec son téléphone. Delphine a coupé le gâteau. Quand j'ai soufflé les bougies, j'ai fermé les yeux et j'ai fait un vœu. Je ne me souviens plus de ce vœu. Sans doute quelque chose comme « que ma famille soit heureuse ». C'est toujours ce que je souhaitais. Jamais pour moi. Toujours pour eux. Après le gâteau, Delphine s'est levée. « Bon, Yvette, on va y aller. Julien a une réunion tôt demain et les enfants ont école. » Il était 15h30. Léa a protesté. « Mais maman, on vient d'arriver. » « Léa, on a dit qu'on ne restait pas longtemps. Mamie est fatiguée. » J'ai regardé Julien. Il n'a rien dit. Il a mis sa veste. Quand ils sont partis, j'ai ramassé les assiettes, les serviettes en papier, les restes de gâteau. J'ai tout nettoyé en silence. Puis, je me suis assise dans le salon vide et j'ai pleuré. Pas de gros sanglots. Juste des larmes douces, continues, qui coulaient sans bruit. C'était mon anniversaire. J'avais 79 ans. Et j'étais seule. Les semaines qui ont suivi, j'ai essayé de me convaincre que tout allait bien. Je me disais, ils sont occupés, ils ont leur vie, c'est normal. Je continuais les déjeuners du jeudi. Je cuisinais, je servais, je débarrassais, je souriais quand Delphine faisait des remarques. Je hochais la tête quand Julien me donnait des conseils sur comment gérer mon temps ou comment être plus active. Tu devrais sortir plus, maman. Te faire des amis, rejoindre un club. J'avais des amis. Sylvie que je connaissais depuis 56 ans. Madame Dufour, ma voisine, les femmes de l'association, mais je ne les voyais presque plus. Pourquoi? Parce que j'étais disponible. Toujours disponible pour Julien, pour Delphine, pour les enfants. Si Delphine avait besoin que je garde Léa et Thomas, j'annulais mes projets. Si Julien avait besoin que je signe des papiers, je venais immédiatement. J'étais devenue une femme en attente d'être appelée, d'être utile, d'être aimée. Un après-midi de juin, Sylvie m'a téléphoné. « Yvette, ça fait des mois que je ne t'ai pas vue. On organise un déjeuner vendredi avec les filles. Tu viens ?» J'ai hésité. Puis j'ai dit « Vendredi, je ne peux pas. Je garde les enfants. »« Encore? Mais tu les gardes tout le temps ?»« C'est normal, Sylvie. Ce sont mes petits-enfants. » Un silence. Puis « Yvette, tu ne trouves pas que tu en fais trop ?» J'ai senti quelque chose se crisper dans ma poitrine. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire que tu es toujours disponible pour eux. Mais eux, ils sont où quand tu as besoin d'eux ?» J'ai raccroché rapidement. J'ai dit que je devais partir. Mais les mots de Sylvie sont restés. Ce soir-là, j'ai ouvert le tiroir de la cuisine. J'ai sorti la petite cuillère en argent. Elle était presque noire maintenant. Je ne l'avais pas nettoyée depuis des années. Je l'ai regardée et j'ai pensé à ma mère, à ce qu'elle m'aurait dit si elle avait été là. « Yvette, tu te laisses effacer. » Mais je ne voulais pas l'entendre. Pas encore. Alors j'ai rangé la cuillère et j'ai continué. En juillet, Julien et Delphine sont partis 3 semaines en vacances en Toscane. Ils ne m'ont pas proposé de les accompagner. « On a besoin de temps en famille, maman. Juste nous 4. Tu comprends ?» J'ai dit oui, bien sûr. C'était normal. Mais quand ils sont partis, j'ai réalisé que je n'avais reçu aucune carte postale,
Aucun appel. Juste 2 messages de Delphine. Tout va bien. Les enfants s'amusent. On rentre dimanche. Bisous. Bisous. Pendant ces 3 semaines, je suis restée seule dans la grande maison de Neuilly. Je marchais dans les pièces vides. Je regardais les photos sur les murs. Robert et moi le jour de notre mariage. Julien enfant, avec ses boucles blondes. Les vacances en Bretagne. Les Noëls. Les anniversaires. Toute une vie de bonheur, figée dans des cadres dorés. Mais où était ce bonheur maintenant? Un soir, j'ai reçu un coup de téléphone de Madame Dufour. « Yvette, c'est Louise. Je voulais vous prévenir. Je pars en maison de retraite la semaine prochaine. Ma fille a insisté. Elle dit que je ne peux plus rester seule. Oh, Louise, je suis désolée. Ne soyez pas désolée. C'est mieux comme ça. Mais je voulais vous dire, faites attention à vous. Ne vous laissez pas oublier. » Elle a raccroché. « Ne vous laissez pas oublier. » En août, j'ai proposé à Julien de venir déjeuner. Juste lui et moi, comme avant. « Maman, je suis débordée en ce moment. On se voit jeudi prochain, comme d'habitude. » Oui, bien sûr. Le jeudi suivant, ils ont annulé. « Désolée, Yvette. Thomas a un rhume. On préfère rester à la maison. » J'ai préparé le déjeuner quand même. J'ai mis la table. J'ai attendu. Personne n'est venu. À 19h, j'ai tout rangé. J'ai mangé seule, debout dans la cuisine, une assiette de gratin froid. Ce soir-là, j'ai pris la petite cuillère en argent. Et cette fois, je ne l'ai pas rangée. Je l'ai emportée dans le salon. Je me suis assise sous le lustre en cristal, celui qui avait éclairé tant de dîners, tant de rires, tant de vie. Et j'ai frotté la cuillère avec un chiffon doux, lentement, patiemment. Pendant 1 heure, j'ai frotté jusqu'à ce que l'argent retrouve un peu de son éclat. Ce n'était pas parfait. Il restait des taches, des zones ternes. Mais on voyait à nouveau le métal précieux dessous. J'ai tenu la cuillère dans ma main et j'ai pensé, si cette cuillère peut encore briller, peut-être que moi aussi. Mais je ne savais pas encore comment. Et surtout, je ne savais pas encore ce qui m'attendait. Je me demande encore, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous continué à tout accepter ou auriez-vous dit quelque chose? Dites-le moi en commentaire. Parce que ce qui allait se passer en septembre allait tout changer. Pour toujours. Septembre est arrivé avec ses pluies douces et ses journées qui raccourcissent. J'avais pris une décision. Je n'allais plus attendre qu'on m'appelle. J'allais vivre ma vie. J'ai appelé Sylvie. Nous avons déjeuné ensemble dans une brasserie du 16e. Elle m'a parlé de son voyage en Grèce, de ses petits-enfants, de ses cours de yoga. « Yvette, tu as l'air fatiguée. » « Je vais bien, Sylvie. Vraiment. » Mais elle m'a regardée avec cette intensité des amis qui nous connaissent depuis toujours. « Tu es sûre ?» J'ai hoché la tête. J'ai changé de sujet. Le jeudi suivant, j'ai préparé le déjeuner comme d'habitude. Mais cette fois, j'ai fait ce que j'aimais. Un poulet rôti aux herbes, comme Robert l'adorait. Des pommes de terre fondantes. Une tarte au citron meringuée. Quand Delphine est arrivée, elle a regardé la table et a soupiré. « Encore un repas trop copieux, Yvette. On essaie de faire attention, vous savez. » J'ai souri poliment. Mais pour la première fois, je n'ai pas répondu « Vous avez raison ». J'ai dit « J'ai cuisiné ce que j'aime cuisiner ». Un silence. Delphine a levé un sourcil. Puis, elle s'est assise sans rien ajouter. Julien n'a rien remarqué. Après le déjeuner, pendant que je faisais la vaisselle, j'ai entendu Julien et Delphine parler dans le salon. Ils pensaient que je ne les entendais pas, mais la porte était entr'ouverte. Delphine disait « Il va vraiment falloir qu'on discute de la maison, Julien. » Je sais. Mais ce n'est pas le moment. Quand, alors? Elle a 79 ans. Il faut anticiper. Delphine, s'il te plaît. Pas maintenant. Ma gorge s'est serrée. J'ai continué à laver les assiettes, les mains tremblantes dans l'eau savonneuse. Anticiper quoi? Le soir, j'ai cherché dans mes tiroirs un vieux carnet où je notais des choses importantes. Des adresses, des dates, des papiers administratifs. En le feuilletant, je suis tombée sur une note que j'avais écrite des années auparavant, après la mort de Robert. La maison est à moi. Le notaire l'a confirmé. Robert me l'a laissée en usufruit viager. Julien l'aura à ma mort. C'est mon refuge. Personne ne peut me l'enlever. J'ai relu cette phrase plusieurs fois. Personne ne peut me l'enlever. Mais pourquoi est-ce que cette phrase me rassurait soudainement moins? 2 semaines plus tard, Julien est passé me voir un mardi après-midi. Sans prévenir, sans Delphine. Il s'est assis dans la cuisine, là où nous avions l'habitude de prendre le goûter quand il était enfant. « Maman, je voulais te parler. » Mon cœur s'est accéléré. « Oui, mon chéri? Cette maison, elle est grande, non? » « Oui, elle l'a toujours été. Trop grande pour une personne seule. Tu ne trouves pas? » J'ai senti quelque chose se glacer en moi. « Je me débrouille très bien, Julien. »
Je sais, maman, mais tu vieillis. L'entretien coûte cher, le chauffage, le jardin, les réparations. Tu as pensé à une solution plus simple? Plus simple comment? Il a hésité. Puis, un appartement. Plus petit, plus moderne. Avec un ascenseur, peut-être même avec des services, tu serais plus confortable. J'ai regardé mon fils, cet homme qui avait grandi dans cette maison, qui avait joué dans ce jardin, qui avait appris à faire du vélo sous le magnolia. Julien, cette maison est ma vie. Je sais, maman. Mais justement, il faut penser à l'avenir. L'avenir. Encore ce mot. Après son départ, je suis montée dans ma chambre. J'ai ouvert l'armoire et j'ai sorti une boîte en carton que je n'avais pas touchée depuis des années. À l'intérieur, il y avait des lettres. Des lettres que Robert m'avait écrites quand nous étions jeunes. Des photos de nous, des billets de train de nos voyages et une enveloppe Kraft avec l'entête d'un notaire. Je l'ai ouverte. C'était le testament de Robert, avec une note manuscrite qu'il avait ajoutée « Ma chère Yvette, cette maison est à toi. Elle sera toujours à toi. Tu pourras y vivre aussi longtemps que tu le souhaiteras. Je veux que tu te sentes en sécurité. Toujours. Je t'aime. Robert. » J'ai tenu cette lettre contre mon cœur, et j'ai pleuré. Robert m'avait protégée, même après sa mort. Mais est-ce que cela suffirait? Le lendemain, j'ai reçu un message de Delphine. « Yvette, on a trouvé une résidence senior magnifique à Montrouge. Moderne, sécurisée, avec des activités. On pourrait aller la visiter ensemble ce week-end? Juste pour voir. Sans engagement. » J'ai relu le message 3 fois. Une résidence senior. Ils voulèrent que je quitte ma maison. J'ai appelé Sylvie. Je lui ai tout raconté. « Yvette, écoute-moi bien. Ils n'ont aucun droit. Cette maison est à toi. Ils ne peuvent pas t'obliger à partir. Je sais. Mais, et si Julien avait raison? Et si j'étais trop vieille pour cette maison? Yvette, tu as 79 ans, pas 109. Tu es en pleine forme. Tu conduis, tu cuisines, tu jardines. Ne les laisse pas te faire croire que tu es une charge. » Ces mots m'ont fait du bien. Mais ils m'ont aussi fait peur, parce qu'ils confirmaient ce que je commençais à ressentir. On voulait me déplacer, me ranger, me mettre quelque part où je serais moins encombrante. Le week-end suivant, j'ai accepté d'aller visiter la résidence. C'était un bâtiment moderne, tout en verre et en béton. À l'entrée, une hôtesse souriante nous a accueillis. « Bonjour, vous venez pour une visite? C'est merveilleux. Vous allez adorer notre établissement. » Elle nous a fait visiter. Des couloirs blancs, des chambres petites mais fonctionnelles. Une salle commune avec une télévision et des fauteuils en cuir. Ici, vous aurez tous les services. Repas préparés, ménage, animation, sorties culturelles. Vous n'aurez plus à vous soucier de rien. Delphine souriait. C'est parfait, non Yvette? J'ai regardé les chambres. J'ai regardé les couloirs. J'ai regardé les vieux messieurs et dames assis dans la salle commune, le regard vide devant la télévision. Et j'ai senti une panique sourde monter en moi. Ce n'était pas une résidence. C'était une salle d'attente. Une salle d'attente pour la mort. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Delphine a dit « Alors, qu'en pensez-vous? Les studios à 45 mètres carrés sont très bien. Et avec votre retraite et la vente de la maison, vous pourriez vous offrir un des plus grands. La vente de la maison. » Elle l'avait dit si naturellement, comme si c'était une évidence. « Je n'ai jamais dit que je voulais vendre ma maison, Delphine. » Un silence. « Bien sûr, Yvette, on ne parle que d'une option. Pour plus tard. » Mais dans ses yeux, j'ai vu autre chose. De l'impatience. Ce soir-là, j'ai sorti la petite cuillère en argent. Je l'avais nettoyée et elle brillait maintenant d'un éclat doux. Je l'ai tenue dans ma main et j'ai pensé à ma mère, à ma grand-mère, à toutes ces femmes qui avaient survécu, qui avaient tenu bon. Et j'ai compris quelque chose. Cette cuillère avait traversé 3 guerres. Elle avait survécu à des famines, à des pertes, à des trahisons. Elle était encore là. Et moi aussi, j'étais encore là. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est qu'il y avait pire à venir. Parce qu'en octobre, j'allais découvrir la vérité. Et cette vérité allait tout changer. Octobre est arrivé avec ses feuilles dorées et son vent froid. Un jeudi matin, Julien m'a appelé. « Maman, je dois passer à la maison cet après-midi. J'ai des documents à te faire signer pour tes impôts. »« D'accord, mon chéri. » Il est arrivé vers 15 heures avec sa mallette en cuir et son air pressé. « Désolé, je ne peux pas rester longtemps. J'ai un rendez-vous à 17 heures. » Il a posé des papiers sur la table de la cuisine. Des formulaires administratifs, des déclarations. Tu signes ici, ici et là. J'ai signé sans lire. J'ai toujours fait confiance à mon fils. Mais pendant qu'il rangeait les documents, une feuille est tombée de sa mallette.
Elle a glissé sous la table. Julien ne l'a pas vue. Il est parti rapidement en me faisant la bise. À jeudi prochain, maman. J'ai ramassé la feuille. C'était une estimation immobilière. Maison familiale, 247 mètres de, jardin 400 mètres de, Neuilly-sur-Seine. Estimation, 4 800 000 €. En dessous, une note manuscrite de l'écriture de Delphine. Prévoir visite expertise octobre, vérifier frais notaires plus succession. Calculé par après-vente résidence senior. J'ai relu ces lignes. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Mes mains tremblaient. Ils avaient déjà fait estimer la maison. Sans me demander, sans m'en parler. Ils calculaient déjà combien ils gagneraient. Je me suis assise. J'ai posé la feuille devant moi. 4 800 000 €. C'était donc ça. Ce n'était pas pour mon bien. Ce n'était pas pour me protéger. C'était pour l'argent. J'ai attendu 3 jours avant de faire quoi que ce soit. J'avais besoin de comprendre, de vérifier, de ne pas réagir trop vite. Le dimanche, j'ai appelé Sylvie. Je lui ai tout raconté. Yvette, il te vole ta vie. Mais Sylvie, peut-être qu'il pense vraiment à mon bien. Peut-être que... Yvette, arrête. Arrête de chercher des excuses. Ils ont fait estimer ta maison sans ton accord. Ils calculent déjà l'argent qu'ils vont récupérer. C'est clair. J'ai fermé les yeux. J'ai senti les larmes couler. Qu'est-ce que je fais? Tu te protèges. Tu appelles un notaire. Tu vérifies tes droits. Et surtout, tu ne signes plus rien sans lire. Le lundi matin, j'ai pris rendez-vous avec Maître Lecomte, le notaire qui avait géré la succession de Robert. Il m'a reçu dans son bureau lambrissé, avec ses vieux meubles et son odeur de papier ancien. « Madame Lambert, que puis-je pour vous ?» Je lui ai tout expliqué. La résidence senior, l'estimation, les pressions. Il m'a écouté en silence, puis il a ouvert un dossier. « Madame Lambert, je vais être très clair. Votre mari vous a laissé cette maison en usufruit viager. Cela signifie que vous êtes la seule à pouvoir décider de ce qui arrive à cette maison de votre vivant. Personne, absolument personne, ne peut vous obliger à la vendre ou à la quitter. Même votre fils. Même si je suis vieille, même si je deviens fragile, même dans ce cas. Sauf si un juge vous déclare inapte, ce qui nécessiterait une procédure juridique complexe et des preuves médicales solides. Vous êtes en parfaite santé mentale, n'est-ce pas? Oui. Alors vous êtes protégé. J'ai respiré profondément. Mais ils peuvent demander cette procédure? Il a hésité. Techniquement, oui. Mais c'est rare, difficile et souvent rejeté par les tribunaux. Surtout si vous êtes autonome et lucide. En sortant de chez le notaire, j'ai marché longtemps dans les rues de Paris. J'ai traversé le pont Alexandre III, j'ai longé la Seine, j'ai regardé les bateaux-mouches passer, et j'ai pensé à toutes ces années, à tous ces déjeuners où j'avais avalé les remarques en souriant, à tous ces moments où j'avais mis mes envies de côté pour eux, à toutes ces fois où j'avais dit « oui » alors que je voulais dire « non ». Je m'étais effacée, progressivement, doucement, sans bruit, et ils en avaient profité. Le jeudi suivant, ils sont venus déjeuner comme d'habitude. J'avais préparé un pot-au-feu, simple, sans prétention. Pendant le repas, Delphine a dit « Au fait, Yvette, on a repensé à la résidence de Montrouge. Il y a une journée portes ouvertes samedi. On pourrait y aller tous ensemble, avec les enfants. Ça leur montrerait où mamie pourrait habiter. » Léa a levé les yeux. « Mamie va déménager? Peut-être, ma chérie, dans un endroit plus adapté. » Thomas a dit « Mais j'aime bien la maison de mamie. » Delphine a souri. « Tu aimeras aussi sa nouvelle maison. » Je les ai regardés. Julien mangeait en silence. Delphine parlait avec assurance. Les enfants nous regardaient, perdus. Et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de la colère, pas encore. Juste une clarté absolue. Ils avaient décidé de ma vie, sans moi. Après le déjeuner, pendant que Delphine emmenait les enfants dans le jardin, Julien est resté dans la cuisine avec moi. « Maman, il faut qu'on parle sérieusement. Je t'écoute. » Il a sorti son téléphone, a ouvert des photos. « Regarde, c'est un appartement de 70 mètres carrés, dans une résidence avec service, proche du métro, lumineux, moderne. Avec la vente de cette maison, tu pourrais l'acheter comptant et même avoir de l'argent de côté. » J'ai regardé les photos. Un appartement blanc, impersonnel, avec des meubles Ikea et des murs vides. « Et cette maison ?» J'ai demandé doucement. « On la vendrait. Évidemment. Évidemment. » Il a froncé les sourcils. « Quoi? Tu as un problème avec ça? » « Julien, c'est ma maison. »« Non, maman. Techniquement, c'est notre maison. Papa me l'a laissée. Tu n'en as que l'usufruit. » J'ai senti mon sang se glacer. L'usufruit viager, Julien. Ce qui signifie qu'elle est à moi tant que je suis vivante. Il a levé les yeux, surpris.
Tu es allé voir un notaire? Oui. Un silence. Long. Lourd. Maman, tu ne vas pas commencer à être difficile quand même. On essaie de t'aider. M'aider? Ou vous aider? Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Puis il a dit, d'une voix dure que je ne lui connaissais pas, « Tu sais combien coûte l'entretien de cette maison? Tu sais combien ça vaut? Presque 5 millions d'euros, maman. 5 millions qui dorment pendant que tu t'obstines à vivre seul dans 4 étages. C'est égoïste, égoïste. » Mon fils venait de me traiter d'égoïste. Ce soir-là, après leur départ, je suis montée dans ma chambre. J'ai ouvert l'armoire. J'ai sorti la petite cuillère en argent. Elle brillait maintenant, propre, claire, magnifique. Je l'ai tenue dans ma main et j'ai pensé à ma mère. Garde-la toujours près de toi. Elle a traversé 3 guerres. Elle est encore là, comme nous. Et j'ai compris. Cette cuillère n'était pas juste un objet. C'était un symbole de survie, de résistance, de dignité. Ma mère me l'avait donnée pour me rappeler que les femmes de ma lignée ne se laissaient pas détruire. J'ai pris une décision ce soir-là. Je ne partirai pas. Je ne vendrai pas. Je ne me laisserai pas effacer. Mais je savais aussi que le combat ne faisait que commencer. Parce qu'il ne lâcherait pas. Pas avec 5 millions d'euros en jeu. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message de Delphine. « Yvette, on doit parler. Julien est très contrarié. Vous ne pouvez pas nous bloquer comme ça. On veut juste votre bien. Appelez-moi. » Je n'ai pas répondu. Et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie forte, parce que j'avais enfin compris la vérité. Il ne me voyait plus comme une mère, comme une grand-mère, comme une personne. Il me voyait comme un obstacle de 4 800 000 euros. Pendant une semaine, je n'ai répondu à aucun message, ni de Julien, ni de Delphine. J'avais besoin de silence, de réflexion, de force. Chaque matin, je me levais. Je prenais mon thé dans la tasse en porcelaine fine et je regardais le jardin par la fenêtre. Le magnolia perdait ses feuilles. L'automne faisait son œuvre. Mais moi, je ne me sentais plus en train de perdre quoi que ce soit. Je me sentais en train de retrouver quelque chose, moi-même. Le jeudi suivant, ils sont venus quand même, sans prévenir, sans demander. J'ai entendu la sonnette à 13 heures. J'ai ouvert. Julien se tenait sur le perron, le visage fermé. Delphine était derrière lui, les bras croisés. Les enfants n'étaient pas là. « Maman, il faut qu'on parle. » Entre, Julien. Nous nous sommes assis dans le salon. Le même salon où nous avions fêté tant de Noël, tant d'anniversaires, tant de moments heureux. Maintenant, il ressemblait à un tribunal. Julien a commencé d'une voix calme, trop calme. « Maman, on ne comprend pas ton comportement. On essaie de t'aider, et toi, tu nous bloques. Tu refuses de nous écouter. Tu vas voir un notaire dans notre dos. Tu ne réponds plus à nos messages. » J'ai pris une profonde inspiration. « Julien, j'ai trouvé l'estimation immobilière. » Un silence. Delphine a pâli légèrement. Julien a détourné le regard. « Ah, vous avez fait estimer ma maison sans me le dire. Vous calculez déjà combien vous allez gagner. Vous préparez mon départ comme on prépare un déménagement de meubles. » Delphine a levé la main. « Yvette, ce n'est pas comme ça. On voulait juste avoir des informations. Pour anticiper. Pour vous protéger. » Me protéger? Ou vous protéger, vous? Julien s'est levé brusquement. « Maman, arrête, tu dramatises tout. On pense à ton avenir. Cette maison est trop grande, trop coûteuse, trop compliquée pour toi. Dans quelques années, tu ne pourras plus la gérer. On veut éviter que tu te retrouves dans une situation difficile. Je me débrouille très bien, Julien. J'ai 79 ans, pas 100. 79 ans, maman. Tu te rends compte? Tu pourrais tomber dans les escaliers, avoir un malaise, et personne ne serait là. J'ai un téléphone, j'ai des voisins, j'ai des amis qui ont tout ton âge et qui ne peuvent rien faire. » Sa voix était montée. Pour la première fois de ma vie, mon fils me criait dessus. Delphine s'est levée à son tour. « Yvette, soyons honnêtes. Cette maison vaut presque 5 millions d'euros. Vous vivez seul dedans. Vous n'en profitez même pas. Pendant ce temps, nous, on vit dans un appartement de 90 mètres carrés avec 2 enfants. On est serré. On manque de place. » J'ai regardé Delphine. Cette femme que j'avais accueillie dans ma famille, à qui j'avais donné mon service en porcelaine, pour qui j'avais cuisiné pendant des années. « Donc c'est ça. Vous voulez ma maison. On ne veut pas votre maison, Yvette. On veut que vous soyez raisonnable. » Raisonnable ou obéissante? Julien s'est approché de moi. Il a posé sa main sur mon épaule. « Maman, écoute-moi. Je suis ton fils. Je t'aime. Mais je dois aussi penser à ma famille, à mes enfants, à leur avenir. Cette maison, c'est mon héritage. Papa me l'a laissé. Papa me l'a laissé à moi, Julien, en usufruit viager. Un détail technique, maman. Ce n'est pas un détail, c'est une volonté. Ton père voulait que je sois protégée, que j'aie un toit,
Toujours. Il ne savait pas que tu vivrais jusqu'à 80 ans, 90, peut-être 100. Pendant ce temps, moi, je dois attendre. Attendre que tu meurs pour avoir ma maison. Ces mots sont tombés comme un coup près. Attendre que tu meurs. J'ai regardé mon fils, cet homme que j'avais porté pendant 9 mois, que j'avais nourri, élevé, aimé plus que ma propre vie. Et il venait de me dire qu'il attendait ma mort. Je me suis levé lentement. J'ai retiré sa main de mon épaule. « Julien, je crois que tu devrais partir maintenant. Maman, s'il te plaît, pars. » Delphine a attrapé son sac. « Très bien, Yvette, puisque c'est comme ça, mais réfléchissez bien, parce qu'on ne pourra pas toujours être là pour vous. Si vous refusez notre aide, vous vous débrouillerez seul. C'est ce que je fais depuis 15 ans, Delphine, depuis que Robert est mort. Ils sont partis. La porte s'est refermée. J'ai entendu leur voiture démarrer dans l'allée, et je me suis effondrée sur le canapé. J'ai pleuré, longtemps, profondément. Pas de tristesse seulement, de rage aussi, de déception, de chagrin. Mon fils, mon propre fils, il m'avait traité comme un obstacle, comme une vieille femme encombrante qui bloquait son héritage. Où était passé le petit garçon qui me disait « Je t'aime, maman », chaque soir avant de dormir? Où était passé l'homme que j'avais cru élever avec amour et respect? Les jours suivants ont été les plus difficiles de ma vie. Julien ne m'a pas appelé, pas un message, pas un mot. Delphine non plus. J'ai essayé de contacter Léa et Thomas, mais leur téléphone sonnait dans le vide. J'ai compris qu'on leur avait interdit de me parler. Sylvie est venue me voir. Elle m'a apporté des fleurs, du thé et sa présence. « Yvette, tu as fait ce qu'il fallait. Mais j'ai perdu mon fils, Sylvie. »« Non, ton fils s'est perdu lui-même. Ce n'est pas ta faute. Mais mes petits-enfants, ils vont grandir sans moi. Peut-être, ou peut-être qu'un jour ils comprendront. Mais toi, tu as gardé ta dignité. Et ça, personne ne peut te l'enlever. » Une semaine après le conflit, j'ai reçu une lettre d'un avocat. Maître Fontaine, cabinet juridique du 9e arrondissement. Je l'ai ouverte avec les mains tremblantes. « Madame Lambert, nous représentons Monsieur Julien Lambert dans le cadre d'une procédure de sauvegarde familiale. Notre client s'inquiète pour votre santé et votre capacité à gérer votre patrimoine de manière autonome. Nous vous demandons de bien vouloir accepter une expertise médicale afin d'évaluer votre état de santé mentale et physique. Dans l'intérêt de tous, nous vous conseillons vivement de coopérer. J'ai relu la lettre 3 fois. Une expertise médicale pour évaluer ma santé mentale. Il voulait me faire déclarer inapte. J'ai appelé Maître Lecomte immédiatement. Madame Lambert, ne vous inquiétez pas. Cette lettre est une intimidation. Ils ne peuvent pas vous forcer à passer une expertise sans décision d'un juge. Et pour obtenir cette décision, ils devraient prouver que vous êtes en danger. Mais ils peuvent essayer? Ils peuvent. Mais avec votre lucidité, votre autonomie et l'absence de preuves médicales, ça ne passera jamais. Ne cédez à aucune pression. Ce soir-là, je me suis assise dans la cuisine. J'ai sorti la petite cuillère en argent. Elle brillait doucement sous la lumière. Et j'ai pris une décision. Je ne me battrai pas contre eux. Je ne rentrerai pas dans leur jeu juridique. Je ne passerai pas les prochaines années de ma vie à me défendre contre mon propre fils. Non, j'allais faire quelque chose de plus radical. Quelque chose qu'ils ne verraient jamais venir. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Parce que ce que j'ai décidé cette nuit-là a changé ma vie pour toujours. Et la leur aussi. Le lendemain de la lettre d'avocat, je me suis réveillée à l'aube. Le soleil se levait doucement sur le jardin. Le magnolia avait perdu toutes ses feuilles. Il était nu, dépouillé, mais toujours debout. Comme moi, j'ai préparé mon thé. Je me suis assise à la table de la cuisine, celle où Robert et moi prenions notre petit déjeuner pendant 35 ans. Et j'ai compris quelque chose de très simple. Cette maison n'était plus un refuge. C'était devenu une prison de souvenirs, de culpabilité, d'attente. J'attendais que Julien redevienne mon fils. J'attendais que Delphine me respecte. J'attendais que tout redevienne comme avant. Mais avant n'existait plus. J'ai appelé Maître Lecomte. « Maître, j'ai une question. Si je vends ma maison, est-ce légal ?» Un silence surpris. « Madame Lambert, vous êtes usufruitière viagère. Vous avez le droit d'occuper la maison, d'en jouir, mais pas de la vendre. La nue propriété appartient à votre fils. » Mon cœur s'est serré. Donc je suis piégée. Pas exactement. Vous pouvez proposer à votre fils de racheter votre usufruit. S'il accepte, vous touchez une somme d'argent et vous êtes libéré. Lui devient plein propriétaire et peut faire ce qu'il veut de la maison. Combien vaut mon usufruit? À votre âge, environ 40% de la valeur totale. Si la maison vaut 4 800 000 €, votre usufruit vaut approximativement
1 900 000 euros. J'ai noté ce chiffre sur un papier. 1 900 000 euros. C'était largement suffisant pour recommencer. J'ai réfléchi pendant 2 jours, puis j'ai pris ma décision. Je ne me battrai pas. Je ne resterai pas dans cette maison pour prouver quelque chose. Je ne passerai pas les dernières années de ma vie à me défendre contre mon propre fils. Non, j'allais partir, disparaître, recommencer, et leur donner exactement ce qu'ils voulaient, la maison. Mais à mes conditions. J'ai appelé Julien un mardi matin. Il a répondu à la 3e sonnerie d'une voix froide. « Maman, Julien, je voudrais te voir. Seul, sans Delphine. C'est important. » Un silence méfiant. De quoi s'agit-il? De la maison. Ah, enfin. Il est venu le lendemain. Il s'est assis dans le salon, raide, sur ses gardes. J'ai posé devant lui un document que Maître Lecomte avait préparé. Qu'est-ce que c'est? Une proposition de rachat d'usufruit. Tu me rachètes mon droit d'usage de la maison pour 1 900 000 euros. En échange, tu deviens plein propriétaire immédiatement. Tu pourras vendre, louer, faire ce que tu veux. Il a pris le document. Il a lu. Ses yeux se sont éclairés. Tu acceptes de partir? Oui. Pourquoi? J'ai pris une profonde inspiration. Parce que j'ai compris que cette maison ne m'appartient plus. Elle appartient à la cupidité, à la manipulation, à la trahison. Je ne veux plus vivre ici. Je ne veux plus me battre. Je veux la paix. Julien a relu le document. J'ai vu dans ses yeux un mélange de soulagement, de triomphe et quelque chose d'autre. De la culpabilité peut-être, mais très brève. 1 900 000, c'est correct. C'est l'estimation légale. Et tu vas aller où? Ça, ce n'est plus ton problème, Julien. Il a levé les yeux vers moi. Maman, signe, Julien. Ou refuse. Mais décide maintenant. Il a signé. Sans hésiter, sans négocier, sans même relire entièrement. Il a signé parce que c'était ce qu'il voulait depuis le début. Ma maison, mon héritage, mon effacement. Quand il est parti, il m'a fait la bise machinalement. J'espère que tu trouveras un endroit bien, maman. Merci, Julien. Il a hésité sur le perron. On pourra se voir? Peut-être, un jour. Mais je savais que non, je ne le reverrai pas. Les jours suivants ont été un tourbillon d'actions précises. J'ai vidé la maison. Pas tout, seulement ce qui comptait vraiment. Les lettres de Robert, les photos de famille, quelques livres, la petite cuillère en argent, le collier de pâte de Thomas, le dessin de Léa. Le reste, les meubles, les lustres en cristal, le service en porcelaine. Je l'ai donné à des associations caritatives, aux femmes que j'avais aidées pendant des années, à celles qui recommencèrent leur vie avec rien. Elles ont pleuré en recevant ces dons. Madame Yvette, c'est trop. Non, c'est juste ce qu'il faut. Prenez-en soin. J'ai appelé mes amies une par une. Sylvie d'abord. Yvette, tu es sûre? Certaine. Où vas-tu aller? Je ne peux pas te le dire. Pas maintenant. Mais je t'écrirai. Je te le promets. Elle a pleuré. Nous avons pleuré ensemble au téléphone. Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse, Yvette. Madame Dufour, ma voisine, était déjà en maison de retraite. Je suis allée la voir une dernière fois. Elle m'a pris la main. Vous partez? Oui. Vous faites bien. Ne restez jamais là où on ne vous aime pas. Je vous écrirai, Louise. Non. Ne m'écrivez pas. Vivez. C'est tout ce qui compte. Le transfert d'argent a pris 10 jours. 1 900 000 euros sur mon compte bancaire. Je n'avais jamais vu autant d'argent de ma vie. Mais ce n'était pas l'argent qui comptait. C'était la liberté. J'ai cherché un appartement à Paris, loin de Neuilly, loin des souvenirs. J'ai trouvé un 3 pièces au 6e étage d'un immeuble haussmannien du 6e arrondissement, vue sur le jardin du Luxembourg. Lumineux, calme, parfait. Je l'ai acheté content. Madame Lambert, vous êtes sûre? Sans crédit? A demandé l'agent immobilier, surpris. Certaine. Le jour du déménagement, je suis restée seule dans la maison vide. J'ai marché dans chaque pièce. Le salon où Julien avait fait ses premiers pas. La cuisine où Robert lisait le journal. Le jardin où nous avions planté le cerisier. J'ai touché les murs. J'ai fermé les yeux. J'ai respiré une dernière fois l'odeur de cire d'abeille et de lavande. Puis, j'ai fermé la porte derrière moi, sans me retourner. Julien n'est pas venu me dire au revoir. Delphine non plus. Personne n'est venu. J'ai laissé les clés chez le notaire, comme convenu, et je suis partie. Le soir même, j'ai changé mon numéro de téléphone. J'ai fermé mes comptes de réseaux sociaux. J'ai prévenu la poste de ne plus transférer mon courrier. Je voulais disparaître, complètement, définitivement. Et c'est ce que j'ai fait. Mon premier matin dans mon nouvel appartement, je me suis réveillée dans le silence. Pas le silence lourd et triste de Neuilly, le silence léger de la liberté. J'ai ouvert les fenêtres. L'air frais de novembre est entré.
J'ai entendu les oiseaux dans le jardin du Luxembourg. J'ai préparé mon thé. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai pleuré. Mais cette fois, ce n'était pas de tristesse. C'était de soulagement. J'avais perdu ma maison. J'avais perdu mon fils. J'avais perdu mes petits-enfants. Mais j'avais retrouvé quelque chose de plus précieux. Moi-même. Le lendemain, j'ai sorti la petite cuillère en argent. Je l'ai posée sur ma nouvelle table, dans ma nouvelle cuisine, devant ma nouvelle fenêtre. Elle brillait doucement dans la lumière du matin. Et j'ai souri. Merci maman. Merci de m'avoir appris à survivre. Les semaines suivantes, j'ai recommencé à vivre. J'ai exploré mon quartier. J'ai trouvé une boulangerie où la vendeuse me sourit. Un café où je prends mon petit déjeuner le dimanche. Une librairie où je passe des heures. J'ai rencontré mes voisins. Monsieur Garnier, retraité de l'Éducation nationale. Madame Chen, pianiste. Sophie, jeune étudiante qui vit seule et à qui j'offre parfois des gâteaux. Ils ne me connaissent que comme Yvette du 6e. Ils ne savent rien de ma vie d'avant, de ma maison, de mon fils, et c'est exactement ce que je veux. Un matin de décembre, en buvant mon thé, j'ai pensé à Julien. Je me suis demandé s'il pensait à moi, s'il regrettait, s'il se demandait où j'étais. Puis j'ai chassé ses pensées. Julien avait fait son choix. Moi aussi. Le temps ferait le reste. Parce que j'ai appris quelque chose de très simple au cours de ces 79 ans. La vie rend toujours ce qu'on lui donne. La générosité attire la générosité. La manipulation attire la solitude. L'amour sincère revient, d'une façon ou d'une autre. Et la cupidité finit toujours par se dévorer elle-même. Je ne savais pas encore ce qui arriverait à Julien et Delphine, mais j'avais une intuition que le destin, ou le karma, ou Dieu, appelez ça comme vous voulez, avait sa propre façon de rétablir l'équilibre. Et j'avais raison. 3 ans ont passé, 3 ans de silence, de paix, de renaissance. J'ai eu 82 ans en mars dernier. Je les ai célébrés seuls, avec un gâteau au citron que j'ai acheté à la pâtisserie du coin et une bouteille de champagne que j'ai bu en regardant le soleil se coucher sur le jardin du Luxembourg. C'était simple, c'était beau, c'était à moi. Ma vie avait pris une forme que je n'aurais jamais imaginée. Chaque matin, je me réveillais dans mon appartement lumineux. Je préparais mon thé Earl Grey dans ma tasse en porcelaine fine. Je m'asseyais près de la fenêtre et je regardais le monde s'éveiller. Certains jours, je lisais, d'autres, j'écrivais. J'avais commencé à tenir un journal pour mettre des mots sur ce que j'avais vécu, pour me comprendre, pour guérir. Le mercredi, je donnais des cours de français à des femmes migrantes dans une association du 14e arrondissement. Elles m'appelaient Madame Yvette avec respect et tendresse. Elles me remerciaient pour mon temps, pour ma patience. Elles ne savaient pas que c'était moi qui leur étais reconnaissante. J'avais retrouvé des amis. Sylvie, bien sûr, que je voyais tous les 15 jours pour déjeuner. Elle était la seule à connaître toute l'histoire. Tu as l'air tellement plus jeune, Yvette, tellement plus vivante. C'est parce que je vis, Sylvie. Vraiment, pour la première fois depuis des années. J'avais aussi rencontré Marguerite, une femme de 74 ans qui vivait au 4e étage de mon immeuble. Nous prenions le thé ensemble chaque dimanche. Elle me racontait sa vie de professeur de musique, ses voyages en Italie, ses petits-enfants qui venaient la voir régulièrement. « Vous avez des enfants, Yvette ?» J'en avais un. « Avait ?» C'est compliqué. Elle n'avait pas insisté. C'est ce que j'aimais chez elle. Elle respectait le silence. Pendant ces 3 années, je n'avais eu aucune nouvelle de Julien. Pas un appel, pas un message, pas une lettre. Je ne savais pas où il vivait. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Je ne savais rien de Léa et Thomas. Parfois, la nuit, je pensais à eux. Je me demandais s'ils se souvenaient de moi, si Léa gardait encore mon dessin, si Thomas portait encore le collier de pâte. Mais je chassais vite ces pensées. J'avais fait mon deuil. Le deuil d'un fils vivant. Le deuil de petits-enfants que je ne verrais pas grandir. C'était douloureux, mais c'était nécessaire. Un jeudi d'avril, 3 ans et 2 mois après mon départ, j'étais à la boulangerie de mon quartier. La vendeuse, Céline, me connaissait bien maintenant. « Bonjour, Madame Yvette. Les croissants sont encore chauds. »« Parfait. J'en prends 3. » Pendant qu'elle préparait mon sac, j'ai entendu une voix derrière moi. Une voix que je connaissais. « 2 baguettes, s'il vous plaît. » Je me suis retournée lentement. C'était Delphine. Elle avait changé. Ses cheveux gris commençaient à apparaître. Son visage était marqué de rides profondes. Elle portait un jean délavé et un pull ordinaire. Plus de sac de marque, plus de manteau en cachemire. Elle ne m'avait pas vue. J'ai pris mon sac de croissants. J'ai payé. Et j'allais partir quand nos regards se sont croisés. Elle a ouvert grand les yeux. « Yvette ?» J'ai hésité. Puis j'ai dit doucement « Bonjour Delphine ». Un silence, long,
pesant. Je ne savais pas que vous viviez dans le quartier. Depuis 3 ans. 3 ans? Mon Dieu, on vous a cherché partout. Je ne voulais pas être trouvée. Elle a baissé les yeux. J'ai vu quelque chose passer sur son visage. De la honte, peut-être. Vous avez 1 minute? Pour un café? J'ai regardé cette femme qui, 3 ans auparavant, avait organisé ma disparition comme on organise un déménagement de meubles. Et j'ai dit, d'accord. Nous nous sommes assises à la terrasse d'un café, rue de Seine. Delphine a commandé un café noir. Moi, un thé. Elle a commencé à parler, d'une voix basse, hésitante. Yvette, je ne sais pas par où commencer. Par le début, peut-être. Elle a pris une profonde inspiration. Après votre départ, Julien a vendu la maison pour 4 700 000 €. Moins que prévu, parce que le marché avait baissé et qu'il était pressé. Pressé? Oui, il voulait l'argent rapidement, pour investir. Investir dans quoi? Dans une start-up, une entreprise de technologie médicale. Un ami lui avait dit que c'était l'affaire du siècle, qu'on allait gagner des millions. J'ai compris où cette histoire allait. Et l'entreprise a fait faillite 8 mois plus tard. Fraude financière. Les dirigeants sont en prison. Les investisseurs ont tout perdu. Elle a levé les yeux vers moi. Julien a perdu 3 millions d'euros. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Pas de la joie, pas de la satisfaction, de la tristesse. 3 millions? Oui, presque tout ce qu'il avait gagné avec la vente de la maison. Il lui reste environ 1 700 000, bloqués dans des placements qu'il ne peut pas toucher avant 10 ans. Et vous, votre appartement? On a dû le vendre. Pour rembourser des dettes, Julien avait emprunté pour investir encore plus. Il était sûr que ça allait marcher. Où vivez-vous maintenant? Elle a détourné le regard. Dans un 3 pièces à Montreuil, en banlieue. Les enfants partagent une chambre. C'est différent de ce qu'on avait. Nous avons bu nos boissons en silence. Puis elle a continué. Mais ce n'est pas le pire, Yvette. Qu'est-ce qui pourrait être pire? Mon mariage. Elle a sorti un mouchoir de son sac. Elle a essuyé ses yeux. Julien a changé après la perte de l'argent. Il est devenu amer, colérique. Il m'en voulait d'avoir encouragé l'investissement. Je lui en voulais d'avoir été si naïf. On se disputait tout le temps, devant les enfants. C'était horrible. Vous êtes divorcés? Non, mais on aurait dû. On reste ensemble pour les enfants, mais il n'y a plus rien entre nous. Plus d'amour, plus de respect, juste de la rancœur. Elle m'a regardé et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Des regrets. Yvette, je sais que ce que je vais dire ne change rien, mais je suis désolée. Désolée de quoi? De tout. De la façon dont je vous ai traité, des remarques, de la pression, de l'estimation de la maison dans votre dos. J'étais avide, j'étais impatiente. Je voulais cette maison, cet argent, cette vie, et j'ai poussé Julien à faire des choses qu'il n'aurait peut-être jamais faites seul. Peut-être, mais il les a faites quand même. Je sais. Un silence. Puis j'ai demandé, doucement, « Et les enfants? Léa et Thomas ?» Le visage de Delphine s'est effondré. Léa a 17 ans maintenant. Elle est rebelle, en colère contre nous. Elle dit qu'on lui a menti, qu'on lui a fait croire que l'argent était plus important que la famille. Elle refuse de nous parler certains jours. Elle veut partir dès ses 18 ans. Et Thomas? Thomas a 14 ans. Il est triste, silencieux. Il dessine beaucoup. Des maisons, des jardins. Il dessine toujours la même chose. Une grande maison avec un magnolia. Ma gorge s'est serrée. La maison de Neuilly. Oui, il dit que c'est la seule maison où il a été vraiment heureux. Elle a pleuré, doucement, sans bruit. Vous savez ce qui est ironique, Yvette? On voulait la maison pour être heureux, pour avoir plus d'espace, plus de confort, plus de sécurité. Et maintenant, on a tout perdu. La maison, l'argent, le bonheur. Et moi. Oui, et vous. Elle m'a regardé à travers ses larmes. Léa demande souvent de vos nouvelles. Elle dit qu'elle veut vous revoir. Thomas aussi. Ils ne comprennent pas pourquoi vous êtes partis. Pourquoi vous ne leur parlez plus. Qu'est-ce que vous leur avez dit? La vérité. Qu'on vous a fait du mal. Qu'on vous a poussé à partir. Que c'est notre faute. J'ai fini mon thé. J'ai regardé cette femme qui avait tout eu et qui avait tout perdu. Et étrangement, je n'ai ressenti aucune satisfaction. Juste une tristesse immense. Delphine, la vie nous rend toujours ce qu'on lui donne. Vous le savez maintenant. Oui, vous avez voulu prendre ce qui n'était pas à vous. Vous avez poussé mon fils à trahir sa mère. Vous avez calculé, manipulé, menti, et aujourd'hui, vous payez le prix. Pas parce que je l'ai voulu, mais parce que c'est comme ça que fonctionne la vie. Elle a hoché la tête, incapable de parler. Je me suis levée. J'ai mis mon manteau. Yvette,
Vous pourriez peut-être voir les enfants, juste une fois. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de savoir que quelqu'un les aime vraiment. J'ai regardé Delphine. J'ai pensé à Léa, à Thomas, à ces enfants qui n'avaient rien fait de mal et qui payaient pour les erreurs de leurs parents. Je vais y réfléchir. Merci. Mais Delphine, sachez une chose. Si je revois mes petits-enfants, ce sera à mes conditions. Pas pour reconstruire une famille qui n'existe plus. Pas pour oublier ce qui s'est passé. Juste pour leur montrer qu'il y a une autre façon de vivre. Une façon fondée sur le respect, la dignité et l'amour véritable. Je comprends. Je suis partie. En marchant dans les rues de mon quartier, j'ai pensé à cette rencontre. 3 ans. 3 ans avaient suffi pour que leur vie s'effondre. Pas par ma faute, pas par vengeance, simplement par les conséquences naturelles de leur propre choix. Ils avaient voulu l'argent. Ils l'avaient eu. Et cet argent les avait détruits. Le soir, en buvant mon thé près de la fenêtre, j'ai repensé à la phrase que ma mère répétait souvent. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Elle avait raison. Julien et Delphine avaient donné de la cupidité. Ils avaient récolté de la ruine. Ils avaient donné de la trahison. Ils avaient récolté de la solitude. Ils avaient donné de l'égoïsme. Ils avaient récolté du malheur. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre. Une enveloppe blanche avec une écriture ronde et appliquée. Je l'ai ouverte. Chère mamie Yvette, je ne sais pas si tu te souviens de moi. Je suis Léa. J'ai 17 ans maintenant. Maman m'a dit qu'elle t'avait vu. Je voulais te dire que tu me manques, que Thomas et moi, on pense souvent à toi, qu'on aimerait te revoir. Pas pour que tu reviennes dans notre vie comme avant. On sait que ce n'est pas possible. Mais juste pour te voir, pour te parler, pour te dire qu'on t'aime. Maman et papa ont fait des erreurs, des grosses erreurs. Mais nous, on n'a rien fait. On était juste des enfants. Et maintenant, on est plus grands et on comprend mieux. Si tu veux bien, j'aimerais qu'on se voie. Juste toi, Thomas et moi. Pas les parents. Juste nous. Je t'embrasse très fort. Léa PS. Thomas a gardé ton collier de pâte. Il le met encore parfois. J'ai relu cette lettre 3 fois. Puis j'ai pleuré. Parce que ces enfants n'avaient rien demandé. Ils avaient été pris dans une guerre qui n'était pas la leur. Et ils méritaient mieux. J'ai répondu à Léa le lendemain. Ma chérie, bien sûr que je me souviens de toi. Je n'ai jamais cessé de penser à vous. J'accepte de vous voir. Samedi prochain, 14h, au jardin du Luxembourg, près du bassin. Je serai sur le banc sous le marronnier. Venez, nous parlerons. Et nous verrons. Je vous embrasse. Mamie Yvette. Le samedi suivant, à 14h précise, j'étais assise sur le banc. Mon cœur battait fort. J'avais mis une robe lavande, celle que je portais aux grandes occasions. Et puis je les ai vus. Léa, grande, mince, avec de longs cheveux bruns. Thomas, presque aussi grand qu'elle, avec ses yeux bleus et son air sérieux. Ils marchaient envers moi, lentement, comme s'ils avaient peur que je disparaisse. Quand ils m'ont vu, Léa a couru. Elle s'est jetée dans mes bras et elle a pleuré. « Mamie, mamie ?» Thomas est arrivé à son tour. Il s'est blotti contre moi sans rien dire. Et nous sommes restés là, tous les 3, enlacés, à pleurer en silence. Nous avons parlé pendant 3 heures. Ils m'ont raconté leur vie, l'école, leurs amis, leurs rêves. Léa veut devenir avocate pour les droits des femmes. Parce que j'ai vu comment on peut manipuler les gens, mamie. Je veux défendre ceux qui n'ont pas de voix. Thomas veut devenir architecte. Je veux construire des maisons où les gens sont heureux. Des vraies maisons, comme celle de Neuilly. Je leur ai raconté ma nouvelle vie, mon appartement, mes cours de français, mes amis. « Tu es heureuse, mamie ?» a demandé Léa. « Oui, ma chérie. Pour la première fois depuis longtemps. C'est bien. Tu mérites d'être heureuse. » Quand nous nous sommes quittés, j'ai pris la main de Léa. « Ma chérie, je veux que tu saches quelque chose. Ce qui s'est passé entre vos parents et moi ne change rien à l'amour que j'ai pour vous. Rien. Vous êtes mes petits-enfants. Vous le serez toujours. On peut te revoir? Oui, quand vous voulez. Mais sans vos parents. Pas encore. Peut-être un jour. Mais pas maintenant. On comprend. » Thomas a sorti quelque chose de son sac. C'était le collier de pâte que je lui avais offert quand il avait 4 ans. Je l'ai gardé, mamie. Toujours. Il l'a mise autour de son cou. Je l'ai serré dans mes bras. « Tu es un bon garçon, Thomas. Ne l'oublie jamais. » En les regardant partir, main dans la main, j'ai senti quelque chose de doux se déposer sur mon cœur. De l'espoir. Parce que oui, j'avais perdu mon fils. Oui, j'avais perdu ma maison. Oui, j'avais tout quitté. Mais mes petits-enfants, eux, ne m'avaient pas perdu. Et ça, c'était peut-être la plus belle des justices. Le soir, j'ai sorti la petite cuillère en argent. Je l'ai posée sur ma table.
Elle brillait dans la lumière douce de ma lampe, et j'ai pensé à ma mère, à ma grand-mère, à toutes ces femmes qui avaient tenu bon. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. J'avais donné de l'amour, de la patience, du sacrifice, et la vie me rendait la paix, la dignité, et l'amour de ceux qui comptèrent vraiment. Quant à Julien et Delphine, ils vivaient maintenant avec les conséquences de leur choix. Pas parce que je l'avais voulu, mais parce que c'est ainsi que fonctionne le monde. Le karma n'est pas une vengeance, c'est un équilibre. Et cet équilibre, je l'avais retrouvé. Aujourd'hui, j'ai 83 ans. Je suis assise près de ma fenêtre, dans mon appartement du 6e arrondissement. Le soleil de juin inonde ma cuisine. Mon thé refroidit doucement dans ma tasse en porcelaine fine. Et je regarde ma vie avec une clarté que je n'ai jamais eue auparavant. 4 ans se sont écoulés depuis mon départ de Neuilly. 4 ans depuis que j'ai tout quitté pour me retrouver. Quand je repense à cette époque, au déjeuner du jeudi, aux remarques de Delphine, au silence de Julien, j'ai l'impression de regarder la vie d'une autre femme. Cette Yvette-là n'existe plus. Elle s'est effacée progressivement, remplacée par une femme que je reconnais enfin, une femme qui ose dire non, une femme qui se respecte, une femme qui choisit sa paix plutôt que l'approbation des autres. Ma vie aujourd'hui est simple, certains diraient même ordinaire, mais c'est cette simplicité qui fait toute sa beauté. Le matin, je me lève sans réveil. Je prends mon petit déjeuner lentement, en écoutant les oiseaux du jardin du Luxembourg. Je lis le journal. J'écris dans mon carnet. Le mercredi, je donne mes cours de français aux femmes migrantes. Fatima, Amina, Rachida, elles sont devenues mes amies. Elles me racontent leur pays, leurs voyages, leurs espoirs. Elles me remercient pour mon temps, mais c'est moi qui leur dois tout. Elles m'ont rappelé que recommencer est toujours possible, qu'on peut perdre sa maison, sa famille, son pays, et pourtant continuer à construire quelque chose de beau. Le dimanche, je déjeune avec Marguerite, ma voisine du 4e. Nous parlons de tout et de rien, de livres, de musique, de politique, de nos souvenirs. Elle ne connaît pas toute mon histoire. Personne ici ne la connaît vraiment, à part Sylvie. Et c'est exactement ce que je veux. Je ne suis pas Yvette la victime. Je ne suis pas Yvette la femme abandonnée par son fils. Je suis simplement Yvette, une femme qui vit, qui respire, qui existe. 2 fois par mois, je vois Léa et Thomas. Nous nous retrouvons dans des cafés, des musées, des parcs. Nous parlons, nous rions. Parfois, nous pleurons. Léa a 18 ans maintenant. Elle est entrée à l'université en droit. Elle est brillante, passionnée, déterminée. Mamie, un jour, je veux défendre les femmes comme toi, celles qu'on essaie de faire taire, celles qu'on veut effacer. Tu le feras, ma chérie, j'en suis certaine. Thomas a 15 ans. Il dessine toujours. Des maisons, des jardins, des arbres. Il m'a montré ses carnets l'autre jour. Chaque dessin est magnifique. Tu construiras de belles choses, Thomas. Des choses où les gens seront heureux. Comme la maison de Neuilly. Mieux encore, parce que tu construiras avec ton cœur. Ils me demandent parfois des nouvelles de leur père. Je reste honnête, mais douce. Je ne lui parle plus, mes chéris. Et je ne sais pas si je lui reparlerai un jour. Tu lui en veux encore ? A demandé Léa un jour. J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Non, je ne lui en veux plus. La colère est partie. Mais le pardon ne signifie pas l'oubli. Et il ne signifie pas non plus que je doive rouvrir la porte. C'est triste. Oui, mais c'est la vie. Parfois, aimer quelqu'un signifie le laisser partir. Il y a 6 mois, Julien m'a écrit. Une lettre manuscrite, déposée chez le notaire qui l'a transmise à Sylvie, qui me l'a apportée. Il n'avait pas mon adresse. Il ne savait pas où j'étais. Mais il savait que Sylvie me la ferait parvenir. J'ai gardé cette lettre dans un tiroir pendant 3 semaines avant de l'ouvrir. Quand je l'ai enfin fait, mes mains tremblaient. Maman, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais pas si tu voudras même l'ouvrir. Mais je devais l'écrire. Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que j'ai trahi ta confiance, ton amour, ta générosité. Je sais que j'ai choisi l'argent plutôt que toi. Et je sais que je ne peux pas revenir en arrière. J'ai tout perdu, maman. L'argent, la maison, mon mariage, en quelque sorte. Et surtout, je t'ai perdu, toi. Delphine et moi, on ne s'aime plus. On reste ensemble par habitude, par peur, peut-être par lâcheté. Les enfants le voient. Ils souffrent. Léa est en colère contre moi. Thomas me regarde comme si j'étais un étranger. Et ils ont raison, parce que je suis devenue quelqu'un que je ne reconnais plus. Quelqu'un que papa n'aurait jamais voulu que je sois. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande pas de revenir. Je ne te demande rien. Je voulais juste te dire que tu avais raison. Surtout. Et que je suis désolée. Ton fils qui t'aimera toujours, Julien.
J'ai relu cette lettre plusieurs fois. J'ai pleuré. Pas de rage, pas de satisfaction, juste de tristesse, parce que j'ai reconnu dans ces mots l'enfant que j'avais élevé, celui qui était là, quelque part, sous les erreurs et les trahisons. Mais je n'ai pas répondu. Pas par méchanceté, pas par vengeance, simplement parce que je ne savais pas quoi dire. Le pardon est un chemin long et complexe. On nous dit souvent qu'il faut pardonner pour être en paix, que sans pardon, on reste prisonnier de la douleur. Mais j'ai appris quelque chose de différent. On peut pardonner sans revenir. On peut libérer la colère sans rouvrir la porte. On peut souhaiter du bien à quelqu'un sans vouloir le revoir. Le pardon, ce n'est pas effacer ce qui s'est passé. C'est accepter que ça s'est passé et choisir de ne plus porter ce poids. J'ai pardonné à Julien. Dans mon cœur, dans mon silence, dans ma paix. Mais je ne reviendrai pas. Parfois, en marchant dans le jardin du Luxembourg, je croise des femmes de mon âge, seules, fatiguées, le regard vide. Je les reconnais immédiatement. Ce sont des femmes qui ont tout donné, qui se sont effacées, qui ont attendu toute leur vie qu'on les aime en retour. Et je voudrais m'arrêter. Je voudrais leur dire, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour vous retrouver, pour choisir votre bonheur, pour dire non. Mais je ne le fais pas, parce que chacune doit trouver son propre chemin. Ce que j'ai appris, au fil de ces 83 années, c'est que la dignité n'a pas de prix. On peut perdre une maison, de l'argent, des relations, mais tant qu'on garde sa dignité, on garde l'essentiel. Ma dignité, je l'ai retrouvée le jour où j'ai décidé de partir, le jour où j'ai compris que je valais plus que ce qu'on me donnait. Et aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois enfin une femme que je respecte. Il y a quelques jours, Léa m'a demandé « Mamie, est-ce que tu regrettes tout ce que tu as fait pour papa, tous ces sacrifices ?» J'ai réfléchi longuement. « Non, ma chérie, je ne regrette pas l'amour que j'ai donné. L'amour n'est jamais un gaspillage, mais je regrette de m'être oubliée, de m'être effacée, de ne pas avoir compris plus tôt que s'aimer soi-même n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. Et maintenant, tu es heureuse ? Oui, pour la première fois depuis très longtemps. Ce matin, j'ai sorti la petite cuillère en argent de ma mère. Elle est toujours là, sur ma table de cuisine. Je la regarde chaque jour. Elle brille maintenant d'un éclat magnifique, propre, clair, indestructible. Comme moi, cette cuillère a traversé 3 guerres, 2 famines, des trahisons, des pertes, et elle est encore là. Ma mère me l'avait donnée pour me rappeler une chose. Nous sommes plus fortes que nous le croyons. Si je pouvais dire une chose aux femmes qui m'écoutent aujourd'hui, ce serait celle-ci. Ne vous laissez jamais effacer. Ne laissez personne vous convaincre que vos désirs ne comptent pas, que vos besoins sont des caprices, que votre existence est un fardeau. Vous avez le droit d'exister pleinement, de prendre de la place, de dire non, de partir si nécessaire. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la dignité. Et si vous avez déjà tout donné, si vous vous êtes déjà effacé, sachez qu'il n'est jamais trop tard. J'avais 79 ans quand j'ai recommencé, 83 aujourd'hui. Et je vis la période la plus heureuse de ma vie. Alors ne laissez personne vous dire que vous êtes trop vieille, trop fatiguée, trop tard. La vie commence quand on décide de se respecter. Chaque soir, avant de me coucher, je tiens la petite cuillère dans ma main. Et je pense à ma mère, à ma grand-mère, à toutes ces femmes de ma lignée qui ont tenu bon. Je pense aussi à Fatima, Amina, Rachida, à Léa qui deviendra avocate, à toutes ces femmes qui continuent à se battre, à se relever, à briller. Nous sommes plus fortes que nous le croyons. Demain, je retrouverai Léa et Thomas au jardin du Luxembourg. Nous parlerons, nous rirons, nous ferons des projets. Après-demain, je donnerai mes cours de français. Je verrai le sourire de Fatima quand elle réussira enfin à conjuguer l'imparfait. Dimanche, je déjeunerai avec Marguerite. Nous parlerons de la dernière exposition au musée d'Orsay. Et chaque jour, je me réveillerai dans mon appartement lumineux, avec vue sur le jardin du Luxembourg, et je me dirai « Yvette, tu as réussi, tu as survécu, tu as choisi ta dignité, et tu es libre. » Si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Si une seule personne qui m'écoute comprend qu'elle a le droit de choisir sa paix, alors mes 83 ans de vie n'auront pas été vains, parce que nos histoires ne sont pas juste les nôtres. Elles appartiennent à toutes celles qui viendront après nous. La petite cuillère en argent de ma mère repose sur ma table. Elle a traversé le temps. Elle a survécu, comme elle, comme moi, comme vous. Alors, aujourd'hui, je vous dis, prenez soin de vous, respectez-vous, aimez-vous. Ne laissez personne vous réduire à moins que ce que vous êtes. Vous êtes précieuse, vous êtes importante,
Vous êtes irremplaçable et vous méritez une vie où vous brillez. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.